Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce jeudi 4 février en République centrafricaine. Vous le savez, le second tour de l'élection présidentielle a été reporté au 14 février prochain. En revanche, les législatives, elles, ont été simplement annulées par la Cour constitutionnelle de transition à cause de fraudes et d'irrégularités massives observées. Première conséquence, la réorganisation d'un premier tour le 14 février. Et autre conséquence, elle, imprévue, un surcoût financier pour les candidats qui se maintiennent dans la course à la députation. Si la nouvelle campagne a démarré samedi, à Bangui, elle tourne au ralenti. Certains s'en sortent grâce à un soutien financier de finalistes à la présidentielle. D'autres devront par contre faire campagne avec les moyens et les ressources qui étaient prévus initialement pour le deuxième tour des législatives. Et ils regrettent de ne pas avoir eu plus de temps pour s'organiser. Parmi les 1200 candidats qui se sont présentés le 30 décembre dernier, les quelques-uns qui n'auront simplement pas jeté l'éponge faute de moyens devront alors mettre la main à leur propre poche. Au sud du continent, une mesure sur l'attribution de bourses étudiantes fait grande controverse en Afrique du Sud. Le mois dernier, la municipalité de Outoukela, dans la province du KwaZulu-Natal, a promis d'attribuer des bourses à 16 étudiantes de son université. Jusqu'ici, rien d'alarmant, sauf que la condition pour y accéder est que ces jeunes filles restent vierges. Pour s'en assurer, les étudiantes choisies ont dû subir des tests de virginité au cours d'une cérémonie zoulou annuelle. Si la raison invoquée par le maire pour ce critère d'attribution de bourse est de participer à réduire les risques de transmission du sida et les grossesses non désirées, la mesure, elle, est très décriée. Pour la ministre sud-africaine du Développement social, ces tests de virginité ne sont non seulement pas efficaces et effectués dans des conditions peu hygiéniques, mais elles sont surtout une violation grave aux droits humains de ces jeunes filles. En Afrique de l'Ouest, à présent, les discussions se poursuivent au Mali concernant un retrait de la ville de Kidal du Gatia, ce groupe armé pro-gouvernemental. Ces combattants sont entrés mardi dans la ville contrôlée par les anciens rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. Alors même si aucun échange de violence n'a eu lieu dans ce fief de la CMA, les hommes n'apprécient pas la démonstration de force qui a été faite par le Gatia et dont ils réclament le départ. À noter toutefois que des pourparlers au sujet de l'implication du Gatia dans la gestion et la sécurisation de Kidal ont déjà démarré et que le CMA y est favorable. Seules les modalités de ce partage de responsabilités restent à débattre. Et cette demande de retrait du Gatia ne concerne que sa branche militaire. Pour la CMA, les civils et les représentants politiques qui étaient déjà bienvenus le demeurent. Coopération à présent entre le Sénégal et l'Italie. Le président du Conseil italien, Matteo Renzi, a passé 2 jours au Sénégal pour rencontrer le président Macky Sall. Auparavant, M. Renzi s'était rendu au Nigeria et au Ghana. Alors pour cette 3e tournée en 3 ans sur le continent africain, M. Renzi et Sall ont parlé coopération mais aussi migration. À l'issue de leur chaleureux tête-à-tête de 40 minutes, le président sénégalais a affiché sa satisfaction. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'un président du Conseil italien fait le déplacement à Dakar. Au chapitre de la coopération, divers domaines ont été passés en revue, spécialement pour aider la jeunesse sénégalaise sur son territoire et pour lui éviter le fléau de l'immigration clandestine décrit par Macky Sall. Une importante délégation de ministres et de chefs d'entreprise italiens devront bientôt se rendre au Sénégal. Quant à la question des migrants, Matteo Renzi a déclaré son pays prêt à aider. Se positionnant en opposition franche avec l'Europe, il a par ailleurs affirmé croire que l'Europe doit faire quelque chose de plus pour l'Afrique. Et cette fois-ci, c'est un président africain qui est en visite en Europe. Hier, le président nigérian, Muhammadu Buhari, s'est officiellement rendu au Parlement européen de Strasbourg. Remerciant l'Union européenne pour son soutien dans la lutte contre Boko Haram, M. Buhari a réaffirmé qu'il combattrait les islamistes de son pays et qu'il s'engageait à sauver les filles kidnappées à Chibok pour qu'elles puissent rejoindre leur famille. Le chef d'État nigérian a aussi alerté la communauté internationale contre, je cite, la bombe à retardement stratégique que représente l'instabilité en Libye, exhortant à trouver une solution durable à cette crise. Je vous propose d'écouter M. Buhari à la tribune du Parlement européen.
Dans le contexte de la relation Union européenne-Nigeria, j'aimerais souligner que l'Union européenne a sévèrement condamné les activités des groupes extrémistes, dont Boko Haram au Nigeria et dans tous les États d'Afrique de l'Ouest. L'Union européenne avait noté et dirigé le développement initial de la stratégie de contre-terrorisme du Nigeria et l'amendement de la loi contre-terroriste comme démonstration de l'engagement du gouvernement à trouver une solution durable à la menace des éléments de Boko Haram. Beaucoup de membres de l'Union européenne ont promis de soutenir nos efforts pour sauver les lycéennes de Chibok. Je leur assure que notre gouvernement n'aura pas de repos tant que toutes les filles ne seront pas sauvées et ramenées à leur famille. Je reste entièrement engagé dans cette promesse. À l'heure actuelle, les activités de Boko Haram ont été réduites à la forêt de Sambisa et leurs capacités pour lancer une offensive majeure ont été réduites. À l'international, des écoliers syriens ont participé à une manifestation pacifique hier à Londres afin d'interpeller les dirigeants mondiaux sur le nombre d'enfants réfugiés syriens qui sont déscolarisés. Un frère et une sœur originaires d'Alep et qui ont déménagé dans le Yorkshire il y a un an se sont assis sur une table d'écoliers devant le Parlement. L'événement a été organisé par l'UNICEF et par Save the Children en amont de la conférence sur la Syrie qui se tiendra ce jeudi à Londres. Écoutez. J'ai dû quitter la Syrie car il y avait une guerre vraiment vilaine. Donc je ne voulais pas avoir des ennuis. Donc je suis venue ici en Angleterre. Mon école à Alep, les snipers l'ont prise. Donc quiconque s'en approche se fait tirer dessus. Un an après, elle a été bombardée. Donc c'était dangereux et beaucoup de personnes y sont mortes. Dans le pays, il y a plus de 2 millions d'enfants qui sont déscolarisés. Il y a beaucoup d'attaques dans les écoles. Seulement, l'année dernière, les Nations Unies ont enregistré plus de 35 attaques sur des écoles. En Syrie seulement, il y a plus de 5000 écoles qui sont dévastées. Nous espérons atteindre 1,4 milliard de dollars pour remettre les enfants syriens à l'école et l'engagement de la communauté internationale pour mettre ces places à disposition dans les écoles. En France, ça y est, désormais les mesures de lutte contre le gâchis alimentaire viennent d'être adoptées. Le Parlement a définitivement validé hier cette série de mesures pour lesquelles le Sénat a voté à l'unanimité après l'Assemblée nationale. Les détails, notamment avec Arash Derambarche, conseiller municipal très actif dans ce dossier. C'est des milliers de coups de téléphone, de tweets, de messages, de matraquages, de sacrifices, peu d'heures de sommeil. Et penser tout le temps aux gens qui sont démunis. C'est ça le moteur en fait. Matin, midi, soir, dans ma tête, j'avais les SDF et les démunis dans ma tête. C'est ce qui m'a en fait poussé, boosté pour faire passer la loi. Et convaincre tous les parlementaires systématiquement matin, midi et soir. Donc c'est super. La suite, c'est qu'on va la décliner pour l'Union européenne. Là au moins, il y a 10 millions de Français qui vont pouvoir manger. On attend les décrets d'application, mais au moins, ça veut dire que la politique a encore du sens. Et c'est super. Au regard des 80 millions de personnes démunies sur notre continent, nous devrions lancer un appel solennel au président de la République, mais aussi à Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, afin que cette loi puisse être déclinée au niveau européen. Cette mesure que nous allons prendre au niveau de la France peut s'appliquer dans d'autres pays et pourrait être généralisée dans le cadre européen. Donc nous sommes ravis de voir que des députés sont venus nous écouter et auront à cœur, à leur tour, à force de conviction, d'obtenir du Parlement européen qu'une telle mesure puisse s'étendre bien au-delà de nos frontières. Et direction les États-Unis pour terminer ce flash information. Le nouveau régime à la mode pourrait avoir pour slogan « Pour perdre du poids, mettez du beurre dans votre café ». Perdre du poids et retrouver son énergie, c'est la promesse de nombreux régimes. Eh bien, en Californie, une nouvelle tendance commence à émerger, le régime bulletproof. Le secret de ce nouveau régime, consommer tous les matins un café mélangé avec du beurre. Regardez. Dans une autre vie, Dave Asprey était presque obèse et commençait à avoir du mal à se déplacer. Aujourd'hui, cet informaticien qui a fait fortune dans la Silicon Valley a perdu ses kilos en trop. Il dort mieux, a plus d'énergie et affirme avoir gagné plus de 20 points de quotient intellectuel. Le secret ? Chaque matin, il ajoute à son café du beurre et une huile naturelle à base de noix de coco. J'adore ça. C'est parfait.
Inspiré du thé au beurre de yak consommé dans l'Himalaya, la préparation donnerait au corps tout le gras dont il a besoin pour bien commencer sa journée. Le but, c'est de vous donner un maximum d'énergie pour que vous vous sentiez bien, tout le temps. Un effet secondaire quand on se sent bien, c'est que notre métabolisme marche mieux. Et donc, vous n'avez plus ces envies de grignoter. Vous n'êtes plus constamment à chercher quelque chose à vous mettre sous la dent. Quand ces envies disparaissent, vous arrêtez de manger toutes ces choses qui font grossir. Parti d'un site web et d'un podcast à succès, le régime Bulletproof a désormais un café-restaurant dédié à Santa Monica. Justin est un client conquis. Moi et ma femme, on travaille dans des salles de sport. On essaye toujours de trouver des moyens de prendre soin de notre corps. On faisait déjà notre propre préparation le matin avec du café et des matières grasses. Mais quand on a vu le beurre, on a trouvé ça cool et on a voulu tout de suite essayer. Au-delà du café, des huiles et des suppléments, le régime fournit également une liste de recettes. Le livre est un best-seller, mais cette nutritionniste reste sceptique devant ce régime et sa potion magique. Il s'agit encore une fois d'un livre qui promet que vous allez perdre du poids et vous sentir super bien si vous éliminez ceci ou si vous rajoutez cela. Vitalité, énergie mentale, les gens sont attirés par ces promesses et au début ça marche sûrement. Mais sur le long terme, c'est dur de s'y tenir. Souvent ça coûte cher et donc les gens reprennent leurs mauvaises habitudes et ils reprennent leurs kilos jusqu'au prochain livre qui sort. Si les données scientifiques ne sont pas encore forcément au rendez-vous, le régime Bulletproof commence à faire de plus en plus parler de lui. Et pour répondre à la demande, son fondateur prévoit d'ailleurs d'ouvrir bientôt de nouvelles boutiques sur la côte ouest, véritable laboratoire des nouvelles tendances alimentaires. C'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 4 février. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain, vendredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et bonne suite de programmes sur Vox Africa.